Il est inoffensif. C'est ce que mon fils a chuchoté lors de la fête de remise des diplômes. J'ai entendu chaque mot. Des semaines plus tard, la publication d'une inconnue est devenue virale, voilà à quoi ressemble un vrai père. Ce même soir, ma femme était à genoux dans un couloir, en train de supplier. Il n'avait aucune idée de ce dont, inoffensif, était capable. Je m'appelle Clayton Merritt. J'ai 48 ans et j'ai passé les 22 dernières années de ma vie à être le genre d'homme que mon père m'a appris à être, stable, fiable, jamais la voix la plus forte dans la pièce, mais toujours le dernier debout quand les choses se corsent. Je travaille comme technicien en ascenseur et équipements industriels. J'ai maintenu en marche des machines dans des hôpitaux, des usines et des tours de bureaux à travers 3 comtés. Mes mains connaissent le poids de la responsabilité. Elles le connaissent depuis que j'ai 19 ans, quand mon père m'a tendu une boîte à outils et m'a dit que la valeur d'un homme se mesure à ce qu'il répare, pas à ce qu'il brise. J'ai épousé Donna quand j'avais 26 ans. Elle en avait 24, les yeux brillants, le genre de femme qui pouvait entrer dans une pièce et la rendre plus chaleureuse. Nous avons construit quelque chose ensemble. Une maison sur Clearwater Drive. Une vie qui ne semblait pas glamour de l'extérieur, mais qui paraissait solide de l'intérieur. 2 garçons, Tyler, notre aîné, qui s'est battu contre des retards de langage quand il était petit avec une détermination qui me rendait fier chaque jour. Je l'ai conduit chez l'orthophoniste 2 fois par semaine pendant 2 ans sans interruption. Je ne me suis jamais plaint une seule fois. Ce garçon a mérité chaque mot qui sortait de sa bouche. Brody est arrivé 1 an plus tard, vif et intelligent. Et d'une manière ou d'une autre, les deux ont fini le lycée la même année parce que Tyler avait commencé avec 1 an de retard. J'ai payé chaque leçon, chaque sport, chaque voyage scolaire. J'ai vendu le vieux fusil de chasse de mon père pour payer l'appareil dentaire de Tyler quand l'argent était juste. J'ai manqué 3 de mes propres anniversaires en faisant des heures supplémentaires pour que les garçons puissent aller en colonie de vacances. Pas une seule fois je ne l'ai jeté au visage de qui que ce soit. Ce n'était pas ainsi que j'avais été élevé. La cérémonie de remise des diplômes a eu lieu au gymnase du lycée Millbrook, par un chaud samedi matin de fin mai. Je suis arrivé 30 minutes en avance, j'ai pris une place au 3e rang des gradins avec une vue dégagée sur la scène. J'avais le même appareil photo numérique que j'apportais à chaque expo science, chaque match de basket, chaque pièce de théâtre scolaire depuis que les garçons étaient à l'école primaire. Le gymnase sentait le vernis à parquet frais et l'énergie nerveuse. Les familles remplissaient chaque rangée, s'éventant avec les programmes. Donna était assise 2 sections plus loin avec sa sœur. Elle m'avait dit la veille qu'elle voulait s'asseoir avec sa famille. Je n'ai pas insisté. Quand Tyler a traversé la scène, son pompon se balançant, j'ai ressenti ce genre de fierté qui vit dans votre poitrine comme un second battement de cœur. Puis il s'est arrêté au micro. Il a regardé la foule, s'est raclé la gorge et a prononcé les mots qui ont réorganisé tout ce que je pensais comprendre de ma propre vie. Brody et moi voulons remercier l'homme qui a toujours cru en nous, a dit Tyler, sa voix stable et claire. La même voix que je l'avais vu forger au cours de 2 années douloureuses de thérapie. Notre vrai père. Merci de ne jamais nous avoir abandonnés. Les applaudissements étaient polis, le genre qui remplit une pièce sans savoir pourquoi. Tyler ne me regardait pas. Il regardait vers le côté opposé des gradins où un homme se tenait les bras croisés avec un air satisfait sur le visage. Je l'ai reconnu. Scott Hardrove, ancien entraîneur de football junior, l'homme à qui j'avais fait des chèques pendant 3 saisons pour que mes garçons puissent apprendre le jeu. Donna applaudissait. Elle n'a pas regardé dans ma direction, pas une seule fois. J'ai gardé mon visage impassible. J'ai travaillé dans des espaces restreints sous des machines lourdes. Je sais comment rester stable quand quelque chose bouge sans avertissement. L'appareil photo est resté levé. Mes mains n'ont pas tremblé. Et j'ai laissé le moment passer sur moi comme une onde de choc. Je l'ai senti, absorbé, sans rien laisser paraître. Après la cérémonie, les familles se sont regroupées autour des diplômés. J'ai regardé Tyler et Brody prendre des photos avec Scott et Donna comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Quelques voisins qui connaissaient notre famille depuis des années m'ont lancé des regards mal à l'aise. Un homme, Dave Kowalski, qui habite 2 rues plus loin, s'est approché et a posé une main sur mon épaule. Sacrée journée, a-t-il dit doucement, sans vraiment croiser mon regard. Belle matinée pour ça, ai-je répondu, et je le pensais. Je n'ai pas fendu la foule pour atteindre mes fils. Je n'ai pas appelé leur nom.
Je suis sorti par la porte latérale vers le parking, passant devant les rangées de voitures arborant des autocollants d'université et des magnets de « Parents fiers ». Mon camion était garé tout au fond, loin du bruit. Je suis monté, j'ai posé l'appareil photo sur le siège passager et je suis resté assis là un long moment avec les deux mains sur le volant. Pas de rage, pas de larmes, juste un silence si complet qu'il avait du poids. Au moment où je suis sorti du parking, quelque chose avait déjà bougé en moi. Lentement et calmement. De la façon dont une fondation se tasse avant que quiconque ne remarque que les murs ont bougé. J'ai conduit jusqu'à la maison sur les mêmes routes que j'avais empruntées 10 000 fois auparavant. Et quelque part entre le troisième feu rouge et ma propre allée, j'ai pris une décision pour laquelle je n'avais pas encore de mots. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Pas vraiment. Je suis resté allongé de mon côté du lit à fixer le plafond pendant que Donna respirait lentement à côté de moi. Et j'ai pensé à la première fois où Tyler a prononcé mon nom sans trébucher. Il avait 5 ans, assis à la table de la cuisine avec ses cartes éducatives étalées devant lui. Il m'avait regardé avec ses yeux bruns sérieux et avait dit « Papa », si proprement et clairement que j'avais dû quitter la pièce une minute. C'était mon fils. C'était l'enfant que j'avais conduit en thérapie 2 fois par semaine à travers 2 hivers. Et samedi matin dernier, cette même voix m'avait effacé de sa propre histoire. Je me suis levé à 5 heures, j'ai enfilé mes vêtements de travail par habitude et je suis descendu au garage. Mon atelier n'est pas grand-chose à regarder. Des murs en panneaux perforés, un établi marqué par le temps, un éclairage fluorescent qui bourdonne juste assez fort pour vous faire savoir qu'il est là. Mais c'est le mien, d'une manière que le reste de la maison a cessé de l'être il y a longtemps, bien que je ne l'ai pas complètement compris jusqu'à récemment. Je me suis assis sur mon tabouret et j'ai regardé l'étagère au-dessus de l'établi. Le vieux gant de baseball de Tyler était là, le cuir devenu souple avec l'âge. À côté, un ruban bleu délavé. 2e place à l'expo Sciences du comté, Brody, 11 ans. Il était resté éveillé après minuit 3 soirs de suite pour finir ce projet. J'étais resté assis avec lui chacune de ces nuits. Je fixais encore ce ruban quand j'ai entendu les talons de Donna sur le parquet au-dessus de moi. Quelques minutes plus tard, elle est apparue dans l'embrasure de la porte dans ses vêtements de week-end, café à la main, avec le regard qu'elle utilise quand elle a déjà décidé de la tournure de la conversation. « Tu es calme depuis la cérémonie » a-t-elle dit, s'appuyant contre le cadre de la porte. « Je vais bien » lui ai-je dit. Elle a pris une petite gorgée. « Tu ne vas pas en faire toute une histoire, n'est-ce pas, Clayton ?» C'était un discours. Les garçons étaient excités. Je me suis retourné vers l'établi et j'ai pris une clé dont je n'avais pas besoin. Je les ai très bien entendus, Donna. Ils ont 18 et 19 ans. Ils ne réfléchissent pas toujours avant de parler. Sa voix avait cette qualité lisse et rodée, celle qui me rassurait autrefois et qui, dernièrement, me fatiguait simplement. Scott est plus présent ces derniers temps. Ils sont attachés à lui. Ça ne veut rien dire. J'ai posé la clé. Depuis combien de temps est-il présent? La pause a duré une demi-seconde de trop. Ne fais pas ça, a-t-elle dit, et elle est retournée vers la cuisine. Je suis resté dans l'atelier jusqu'à ce que le soleil soit complètement levé. Puis je suis allé dans le coin opposé où se trouvait mon vieux coffre-fort au sol, sa peinture grise usée au niveau du cadran par des années d'utilisation. J'ai fait tourner la combinaison au toucher. 3 tours à droite, 2 à gauche, 1 à droite, et j'ai ouvert la porte. À l'intérieur, soigneusement plié sous une copie de notre acte hypothécaire et une enveloppe scellée pour la succession de mon père, se trouvait le dossier, le fonds pour l'université. 4 années d'économie disciplinée, de paiement d'heures supplémentaires, de retour d'impôts, le modeste héritage que mon père m'avait laissé avec une instruction spécifique, que cela aille à l'éducation des garçons. J'avais honoré cette instruction à la lettre. J'ai pris le dossier et je l'ai tenu un moment, sentant son poids. Puis j'ai trouvé l'enveloppe de la succession de mon père, celle que je n'avais pas ouverte depuis plus d'1 an. Je l'avais regardée avant, mais jamais lue jusqu'au bout. Je ne savais pas pourquoi. Un instinct me disait d'attendre. J'ai brisé le sceau et déplié l'unique page manuscrite à l'intérieur. Mon père l'avait écrite 3 mois avant son décès, avec les lettres majuscules soignées qu'il utilisait quand il voulait s'assurer que quelque chose soit compris. Clayton, je t'ai regardé construire ta vie, et je suis fier de l'homme que tu es. Mais je t'ai aussi vu porter des gens qui ne regardent pas en arrière pour voir à quel point tu es fatigué. Ta Donna est intelligente.
Et elle sait comment faire sentir à un homme qu'il est l'élu jusqu'à ce qu'elle n'ait plus besoin de lui faire ressentir cela. J'espère que j'ai tort. C'est probablement le cas, mais si ce n'est pas le cas. Souviens-toi que l'argent que je te laisse a été gagné par un homme qui n'a jamais laissé personne le dépenser pour quelque chose qui ne le méritait pas. Ne fais pas autrement. Je l'ai lu 2 fois. Puis je l'ai plié soigneusement, glissé de nouveau dans l'enveloppe et posé sur le dossier du fond. Mon père avait écrit cette lettre il y a 15 ans. 15 ans. Et je ne la lisais que maintenant, assis dans un atelier plein d'objets prouvant que j'avais aimé ma famille sans condition, tenant un fond qui était sur le point de changer de direction. J'ai fermé le coffre, éteint la lumière et je suis monté faire du café. Donna était au téléphone dans la cuisine, riant de quelque chose, le dos tourné. J'ai versé mon café et je suis allé m'asseoir sous le porche arrière où la matinée était encore assez calme pour penser clairement. La décision n'était pas encore complètement formée, mais les fondations venaient d'être coulées. Donna a annoncé la fête de remise des diplômes le dimanche matin comme si c'était déjà réglé, parce que dans son esprit, ça l'était. Un petit rassemblement, a-t-elle dit. Juste la famille et quelques amis proches. Elle avait déjà envoyé la liste d'invités par SMS. J'ai appris la nouvelle comme j'apprenais beaucoup de choses dans cette maison, après que la décision a été prise et que tout ce qu'il me restait à faire était de m'adapter. Je n'ai pas discuté. J'ai hoché la tête, versé une 2e tasse de café et je suis parti travailler sur un appel de service qui était arrivé pendant le week-end, un monte-charge dans un entrepôt frigorifique à 40 minutes au nord de la ville. Le genre de travail qui demande une concentration totale et ne laisse place à rien d'autre, ce qui était exactement ce dont j'avais besoin. Quand je suis rentré ce soir-là, la maison sentait déjà le poulet grillé et le gâteau acheté en magasin. Donna avait réorganisé les meubles du salon sans demander. Une banderole pendait au-dessus de l'embrasure de la porte, « Félicitations aux diplômés, aux couleurs de l'école des garçons ». Des gens que je reconnaissais à peine remplissaient déjà la cuisine. Scott Hardrove était appuyé contre le comptoir près du réfrigérateur comme s'il avait été là 100 fois auparavant. Peut-être que c'était le cas. Il était en pleine conversation avec Ray Donnelly, le frère de Donna, avocat en droit de la famille, un homme qui avait la poignée de main d'un politicien et les instincts d'un requin. Ray a croisé mon regard à travers la pièce et m'a fait un signe de tête qui réussissait à être à la fois poli et condescendant. J'ai traversé la fête comme un homme arpentant un chantier. Stable, déterminé, absorbant tout sans réagir à rien. J'ai rempli le seau à glace. J'ai apporté des chaises supplémentaires du garage. J'ai hoché la tête quand les gens me remerciaient pour l'accueil. À un moment donné, un voisin nommé Carl, qui avait entraîné la petite ligue avec moi pendant 2 saisons, m'a saisi le coude et a dit doucement, « Sacré truc, Clayton. Tu tiens le coup ?» En pleine forme, lui ai-je dit. Je le pensais plus qu'il ne le comprenait. J'ai tendu une enveloppe à Tyler près de la table du couloir, une carte avec $200 dedans, la même chose que j'avais faite pour chaque anniversaire depuis qu'il était assez grand pour dépenser de l'argent. Il l'a prise sans lever les yeux, l'a posée sur la table avec les autres cartes et est retourné vers Scott sans un mot. L'enveloppe est restée là toute la soirée, intacte, migrant lentement vers le bord de la table à mesure que d'autres choses s'empilaient dessus. J'ai regardé cette enveloppe de l'autre bout de la pièce et j'ai senti quelque chose se figer dans ma poitrine comme du métal qui refroidit. Plus tard, je portais des bouteilles vides vers le bac de recyclage dans le garage quand je les ai entendues par la fenêtre ouverte de la cuisine. La voix de Brody d'abord, basse et amusée. « Tu as vu sa tête à la cérémonie ? Il est juste resté assis là. » Puis Donna, à voix basse mais pas assez. « Il s'en remettra. Il s'en remet toujours. » Et puis Brody à nouveau, plus calme cette fois, mais toujours assez clair pour m'atteindre à travers la moustiquaire. « Il ne fera rien à ce sujet. Il est inoffensif. » Je suis resté dans le garage avec une bouteille dans chaque main et j'ai laissé ces mots s'installer en moi comme l'air froid s'installe dans un bâtiment quand quelqu'un laisse une porte ouverte. Inoffensif. L'homme qui avait tout payé, qui avait été présent pour tout, qui avait tout sacrifié, réduit à inoffensif, comme un meuble trop lourd à déplacer et trop usé pour avoir de l'importance. J'ai posé les bouteilles soigneusement, je suis rentré à l'intérieur, j'ai souri à la femme de Carl quand elle m'a remercié pour la nourriture. Et cette nuit-là, après le départ du dernier invité, et alors que Donna chargeait le lave-vaisselle en me tournant le dos, je suis allé à l'atelier, j'ai ouvert le coffre-fort et j'ai transféré chaque centime du fonds universitaire vers un nouveau compte à mon nom seul. Cela a pris 11 minutes. Le solde du compte d'origine affichait 0 avant minuit.
Ray Donnelly pouvait parler autant qu'il le voulait des biens matrimoniaux communs. Mais ce que Ray ne savait pas, ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que j'avais déjà eu une conversation discrète avec mon propre avocat 2 semaines auparavant. Pas parce que j'avais prévu cela, mais parce que mon instinct m'envoyait des signaux que j'avais finalement cessé d'ignorer. Les fondations, il s'est avéré, avaient été coulées des semaines avant qu'il ne remette un diplôme à qui que ce soit. Le nom de mon avocat est Gerald Fitch. Il exerce dans le comté de Clanon depuis 31 ans, conduit une Buick vieille de 10 ans et ne gaspille pas un seul mot. Je l'avais appelé le lundi suivant la remise des diplômes et lui avais dit que je devais agir discrètement et rapidement. Il m'a dit de venir mercredi matin et d'apporter tous les documents financiers que j'avais. J'ai apporté un dossier de 5 cm d'épaisseur. Nous nous sommes rencontrés dans son bureau d'angle au 2e étage d'un immeuble en briques du centre-ville, le genre de bureau qui sent le vieux papier et le jugement raisonnable. Gérald a étalé les documents sur son bureau, les a lus avec l'attention concentrée d'un homme qui facture à l'heure et mérite chaque centime, puis m'a regardé par-dessus ses lunettes de lecture. Vous voulez établir une fiducie de bienfaisance avant que toute procédure de divorce ne commence, a-t-il dit. Ce n'était pas une question. Je veux que le fonds aille à des gens qui l'utiliseront comme c'était prévu, lui ai-je dit. L'éducation, des enfants qui n'ont personne dans leur coin. Gérald a hoché la tête lentement. Il y a une fenêtre. Si le transfert est terminé avant qu'une action en justice ne soit déposée contre vous et que le destinataire est une organisation caritative légitime, c'est propre. Il a tapoté le dossier. Ce fonds est à votre nom seul, il l'a toujours été. C'était quelque chose à quoi Donna n'avait jamais prêté attention. Le compte avait été ouvert à mon nom, financé entièrement par mes revenus et la succession de mon père, et elle n'avait jamais demandé une seule fois à voir un relevé. Elle avait confiance que c'était là comme elle avait confiance que le chauffage fonctionnerait et que l'hypothèque serait payée, parce que je m'occupais de ces choses et qu'elles se produisaient simplement. Gérald a rédigé les documents la même semaine. Le bénéficiaire était le centre d'apprentissage de Millbrook, une organisation à but non lucratif qui fournissait une thérapie éducative et un soutien en classe aux enfants ayant des retards de développement. C'était le même type de programme qui avait aidé Tyler quand il avait 5 ans, assis à une table de cuisine avec des cartes mémoire, apprenant à dire le nom de son propre père sans trébucher. Cela semblait juste d'une manière que je n'avais besoin d'expliquer à personne. J'ai signé les documents de transfert un jeudi après-midi. Gérald a signé comme témoin. Le notaire l'a tamponné, la date a été enregistrée, et 19 années d'économie soigneuse ont changé de direction en moins de temps qu'il n'en faut pour remplacer un étrier de frein. Quand je suis sorti sous le soleil de l'après-midi, Ray Donnelly arrivait tout juste sur le parking de l'autre côté de la rue. Il ne m'a pas vu. Il était au téléphone, riant de quelque chose, déjà confiant dans un plan dont il ne savait pas qu'il avait déjà échoué. Je suis monté dans mon camion et je suis retourné au travail. J'avais une unité de plateforme hydraulique à entretenir dans un entrepôt sur la route 9. L'après-midi était clair, et pour la première fois en une semaine, j'avais l'impression que le sol sous mes pieds était exactement là où je le plaçais. Ce soir-là, Donna a appelé alors que je finissais un travail de service. Elle avait reçu un avis automatisé de l'université concernant une date limite de paiement des frais de scolarité à venir. « As-tu vu l'email de Jefferson State » a-t-elle demandé. « Je vais regarder ça » ai-je dit. Une pause. « Qu'est-ce que ça veut dire ?»« Ça veut dire que je vais regarder ça, Donna. » Elle a raccroché sans rien dire d'autre. J'ai mis le téléphone dans ma poche, fini de serrer le panneau d'accès sur l'unité hydraulique et rangé mes outils. Sur le chemin du retour, j'ai pensé à la voiture de Ray Donnelly sur ce parking et je me suis demandé combien de temps il lui faudrait pour comprendre que la porte qu'il prévoyait de franchir avait été discrètement murée de l'intérieur. Plus très longtemps maintenant. J'ai toujours cru que l'information est un outil. Vous la ramassez quand vous en avez besoin, l'utilisez correctement et la rangez quand le travail est terminé. L'émotion a sa place, mais quand vous vous tenez sous une machine qui pèse 3 tonnes et qu'un faux mouvement vous met en terre, vous apprenez très vite que les sentiments ne serrent pas les boulons. Les faits, si. Ainsi, 2 semaines après la remise des diplômes, j'ai engagé un détective privé. Son nom était Denny Calhoun, un shérif adjoint à la retraite qui dirigeait maintenant un cabinet d'un seul homme loué au-dessus d'un pressing sur Maple Street. Un ami du travail l'avait utilisé pour une affaire de garde d'enfants il y a 2 ans et l'avait qualifié de minutieux et discret. C'étaient les 2 qualités dont j'avais le plus besoin. J'ai rencontré Calhoun un mardi soir après mon dernier appel de service. Son bureau était petit et propre. 2 chaises, un bureau,
une fenêtre qui donnait sur le parking. Il a écouté ce dont j'avais besoin sans rien écrire, ce qui m'a indiqué qu'il avait déjà entendu des versions de cela auparavant. Scott Hardrove, a-t-il dit, répétant le nom comme s'il le classait. Ancien entraîneur de football junior, faisant actuellement quoi exactement? C'est une partie de ce que je veux savoir, lui ai-je dit. Calhoun a livré son rapport 10 jours plus tard dans une simple enveloppe Kraft. Je l'ai lu à mon établi avec une tasse de café refroidissant à côté de moi. Scott Hardrove, 47 ans, n'était pas l'homme que mes fils avaient publiquement oint comme leur vrai père, devant 400 personnes. Il portait 2 prêts personnels impayés totalisant un peu plus de 31 000 $, tous deux en retard de plus de 90 jours. Il avait une dette fiscale impayée auprès de l'IRS remontant à 3 ans, un peu moins de 18 000 $. 2 procès civils étaient en cours contre lui devant le tribunal du comté. L'un d'un ancien partenaire commercial concernant une entreprise d'aménagement paysager ratée. L'un d'un propriétaire pour 6 mois de loyer commercial impayé. Son camion, un pick-up récent qu'il conduisait comme un homme qui possède des choses, avait 9 paiements de retard. Le prêteur avait déjà envoyé un avis de saisie. J'ai posé le rapport et j'ai regardé le mur de mon atelier pendant un long moment. Mes fils s'étaient tenus sur cette scène et avaient remis le titre de « vrai père » à un homme qui ne pouvait pas payer l'électricité. Je ne ressentais pas exactement de la satisfaction. Ce que je ressentais, c'était la clarté particulière qui vient quand la chose que vous soupçonniez s'avère être précisément aussi mauvaise que vous le craignez. Il y a un soulagement sombre à avoir raison. Même quand avoir raison vous coûte quelque chose. J'ai plié le rapport de Calhoun et l'ai placé dans le même dossier où je gardais les documents de fiducie de Gérald. Pas pour l'utiliser comme une arme, pas pour l'agiter au visage de qui que ce soit. Je voulais juste qu'il soit là. La preuve que le monde vers lequel les garçons pensaient marcher était construit sur une fondation pleine de fractures cachées. Cette même semaine, le frère de Donna, Ray, m'a appelé pour la première fois depuis la remise des diplômes. Il était cordial de la manière prudente dont les avocats sont cordiaux quand ils préparent quelque chose. Clayton, je pense que ce serait une bonne idée que nous nous asseyions tous les 4, a-t-il dit, signifiant lui-même, Donna, moi, et probablement une surface neutre où il pourrait exposer ce qu'il considérait comme le terrain. Bien sûr, ai-je dit. Organise quelque chose. Il a suggéré un déjeuner le samedi, un restaurant du centre-ville appelé The Millwork. Briques apparentes, nappes blanches, le genre d'endroit où les gens vont quand ils veulent qu'une conversation semble civilisée. J'ai accepté sans enthousiasme et j'ai passé les 4 jours suivants à vaquer à mes occupations. Le déjeuner a été une production de Ray du début à la fin. Il est arrivé 5 minutes en avance et avait déjà commandé de l'eau et du pain au moment où je me suis assis. Donna était habillée pour l'occasion, composée, les mains jointes. Ray avait un porte-document en cuir sur la table à côté de son assiette comme un accessoire. Il a commencé par des amabilités, puis a fait son pivot environ 12 minutes après le début. Aussi fluide qu'un homme qui fait ça pour gagner sa vie. Les garçons avaient besoin d'un départ solide. Les 2 familles voulaient ce qu'il y avait de mieux. Je comprenais sûrement que toute perturbation du fonds universitaire à ce stade ne ferait que blesser les enfants, et personne ne voulait cela. Il a prononcé le mot « partenariat » 2 fois dans la même phrase. J'ai écouté tout cela. Je l'ai laissé finir. Puis j'ai regardé Donna et j'ai dit, « Est-ce ce que tu veux dire ou est-ce ce que Ray dit pour toi ?» La mâchoire de Donna s'est crispée. « Ne fais pas ça. Je pose une vraie question. » Ray a sauté de nouveau dans la conversation, recalibré, essayé l'angle plus doux. Il a mentionné le travail acharné des garçons, leur potentiel, les années que j'avais investies en eux. Il a présenté cela comme honorer ma propre contribution. J'ai pris mon verre d'eau, bu une petite gorgée, et j'ai dit, « Ray, le fond n'existe plus. » La table est devenue silencieuse de la manière dont une pièce devient silencieuse quand une porte claque au loin. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» a dit Ray. Pas une question. Comme je l'ai dit, ça veut dire qu'il a été transféré à une fiducie de bienfaisance. Légalement, proprement, avant toute procédure de quelque nature que ce soit. Gerald Fitch s'en est occupé. Vous êtes libre de l'appeler. J'ai posé le verre. Le centre d'apprentissage de Millbrook recevra les fonds. Il travaille avec des enfants qui ont des retards de développement, des enfants qui ont besoin de quelqu'un dans leur coin. J'ai fait une pause juste assez longue. Vous reconnaîtrez peut-être le genre. Le visage de Ray n'a pas changé, mais sa main s'est déplacée vers le porte-document et s'est arrêtée là,
comme s'il avait tendu la main vers un outil et trouvé le tiroir vide. Donna me regardait avec une expression que je n'avais jamais vue sur elle auparavant. Pas de colère, pas de chagrin, mais l'air stupéfait particulier de quelqu'un qui vient de réaliser que la partie s'est terminée il y a plusieurs coups et qu'il ne regardait pas le plateau. J'ai plié ma serviette, l'ai posée à côté de mon assiette et je me suis levé. Je prends l'addition, ai-je dit. L'université a envoyé son rappel automatisé concernant la date limite des frais de scolarité un mercredi. L'avis formel a suivi 4 jours plus tard. Une lettre physique, courrier recommandé, adressée à la fois à Tyler et Brody à la maison de Clearwater Drive. Je le sais parce que l'assistante de Gerald Fitch m'a appelé pour me faire savoir que l'échéance était arrivée exactement comme prévu. J'étais en intervention dans un établissement médical à l'est de la ville quand Donna a appelé la première fois. J'ai laissé aller sur la messagerie. Quand elle a rappelé 9 minutes plus tard, j'ai répondu. Sa voix avait la qualité tendue et sous pression d'une femme qui maintient quelque chose ensemble à 2 mains. Il y a des lettres ici de Jefferson State. Pour les 2 garçons. Une pause. Clayton, qu'est-ce qui se passe? Que disent les lettres, ai-je demandé. Elles disent que les frais de scolarité et le logement n'ont pas été payés, et que si ce n'est pas résolu d'ici la fin de la semaine, ils perdent leur place d'inscription. Sa voix est montée sur les derniers mots. J'ai besoin que tu me dises tout de suite que c'est une sorte d'erreur. Je me suis accroupi pour vérifier la tension sur un guide de câble, le téléphone contre mon épaule. Ce n'est pas une erreur. Le silence à son bout a duré assez longtemps pour que je puisse entendre sa respiration changer. Tu dois réparer ça, a-t-elle dit, plus doucement maintenant, mais plus durement. En fait, non, ai-je dit. Elle a raccroché. 20 minutes plus tard, Tyler a appelé. J'ai laissé sonner. Puis Brody, puis Donna à nouveau. Au moment où j'ai terminé l'appel de service et chargé ma camionnette, il y avait eu 11 tentatives entre 3 en un peu moins de 2 heures. Ce qui s'est passé ensuite, je l'ai appris de Karl Kowalski, dont le neveu travaillait au bureau des admissions de Jefferson State. Donna avait conduit les garçons sur le campus le même après-midi, les avait emmenés directement au guichet des services d'inscription et avait exigé une explication avec le genre d'énergie qui pousse les employés à appeler leur superviseur. Le superviseur a ouvert le compte, a tourné l'écran pour qu'ils puissent le voir et leur a montré l'enregistrement de la transaction. Le fonds avait été retiré le matin suivant la remise des diplômes. Le solde était à 0. Le transfert était horodaté, notarié et attribué à un bénéficiaire caritatif. Il n'y avait aucun litige à déposer, aucune annulation à demander et aucun plan de paiement disponible pour un compte qui n'existait plus. Ray Donnelly s'est présenté au bureau 1 heure plus tard. Selon Karl, il a examiné la documentation, posé 3 questions pointues et reçu 3 réponses factuelles. Le fonds avait été détenu uniquement à mon nom. Pas de copropriété, pas de statut de compte conjoint, aucun mécanisme juridique permettant à Donna de revendiquer un intérêt rétroactif. Le transfert avait été exécuté avant que toute procédure de séparation ne soit initiée. Toutes les cases étaient cochées. Ray est parti sans rien déposer. Ce soir-là, j'étais dans mon atelier en train de remettre à neuf une porte de placard quand les garçons sont arrivés. Ils ont frappé, ce qui m'a surpris puisqu'ils n'avaient pas frappé à cette porte depuis des années. Tyler est entré le premier. Brody un pas derrière lui. Il se tenait juste à l'intérieur de l'embrasure. Ayant l'air de jeunes hommes quand le sol s'est dérobé et qu'ils n'ont pas encore compris comment se tenir. Tyler a parlé le premier. On ne pensait pas que tu ferais vraiment quelque chose. J'ai gardé le bloc de ponçage en mouvement le long du grain. Je sais que cet argent était pour notre école, a dit Brody. Et il y avait un tranchant dans sa voix, mais sous le tranchant, il y avait quelque chose de plus jeune et de plus incertain. J'ai posé le bloc de ponçage et je me suis tourné pour leur faire face. Cet argent était quelque chose que j'ai gagné et économisé pendant 19 ans parce que je croyais en votre avenir. Le jour où vous avez obtenu votre diplôme, vous avez dit à une salle pleine de gens que je n'en faisais pas partie. J'ai soutenu le regard de Brody, puis celui de Tyler. Je vous ai cru. Aucun d'eux n'avait de réponse à cela. Tyler a ouvert la bouche une fois et l'a refermée. Vous avez une semaine avant la date limite, ai-je dit. Je commencerai à passer des coups de fil. Ils sont partis sans claquer la porte, ce qui était déjà ça. J'ai écouté leurs pas traverser l'allée, entendu la voiture démarrer, entendu qu'elle s'éloignait. Puis j'ai rallumé la lumière de l'atelier, ramassé le bloc de ponçage et je me suis remis au travail.
La porte du placard n'allait pas se finir toute seule. Gérald Fitch m'avait donné 2 conseils lors de notre première réunion, et j'ai suivi les 2. Le premier concernait la fiducie. Le second concernait la maison. La propriété sur Clearwater Drive, avait-il dit en étalant l'acte sur son bureau. Elle est à votre nom, l'a été depuis l'achat. Vous avez refinancé une fois il y a 7 ans, et Donna a été inscrite comme co-emprunteur sur le prêt, mais le titre lui-même reste uniquement au vôtre. Il m'avait regardé par-dessus ses lunettes. Cela vous donne des options avant que quiconque ne dépose quoi que ce soit. J'ai pensé à ces options pendant 3 semaines. Au moment où Ray Donnelly a appelé pour me faire savoir qu'il entamerait une procédure de divorce au nom de Donna, j'avais déjà fait mon coup. La famille à qui j'ai loué s'appelait les Garcia, Eduardo et sa femme Patrice. 3 enfants âgés de 6 à 12 ans, vivant actuellement dans une location de 2 chambres à l'autre bout de la ville qui était trop petite et trop chère. Eduardo travaillait à l'entretien des routes pour le comté. Patrice tenait la caisse à l'épicerie sur la route 12, où j'achetais de la crème à café depuis 15 ans. Je leur avais parlé via un contact de gestion immobilière la semaine précédente, expliqué la situation clairement et fixé un loyer qui était juste sans être de la charité. Ils ont emménagé un samedi matin, 3 jours avant que Ray ne dépose le dossier. Je connais le moment exact où Donna l'a découvert parce que Ray m'a appelé lui-même, pas pour négocier, mais parce que je pense qu'il avait besoin d'entendre ma voix pour confirmer que ce qu'on venait de lui dire était réellement vrai. Son calme professionnel était intact, mais il y avait une qualité en dessous, comme un homme qui vient de s'engager dans un escalier et a trouvé une marche de moins que prévu. La maison a été louée, a-t-il dit. C'est exact, ai-je dit. Vous comprenez? Je vais contester cela. Vous êtes le bienvenu. Comme je l'ai dit, le numéro de Gérald est dans l'annuaire du barreau. Vous 2 pouvez régler les détails. Ray a contesté. Gérald a répondu. L'accord de gestion immobilière était daté et déposé avant la demande de divorce. Le titre n'avait jamais été détenu conjointement. Eduardo et Patrice Garcia avaient un bail signé et un reçu pour le dépôt de leur premier mois. Il n'y avait rien que Ray puisse annuler, et il l'a su dans les 48 heures suivant sa tentative. Gérald m'a dit que Ray était devenu silencieux au bout du fil d'une manière qui suggérait qu'il recalibrait des parties importantes de sa stratégie. Donna m'a appelé ce soir-là. Elle n'a pas commencé par la colère. Elle l'avait dépassé pour quelque chose de plus délibéré. Un ton que je reconnaissais comme celui qu'elle utilisait quand elle avait vraiment peur mais ne voulait pas le montrer. Où suis-je censé aller, Clayton, a-t-elle dit. C'est quelque chose que toi et Ray devez comprendre, lui ai-je dit. Je n'ai nulle part où aller. Tu as Ray, ai-je dit. Tu as Scott. Tu les as eus tous les 2 depuis plus longtemps que je ne le comprenais. Je commencerai par là. J'ai fait une pause, pas pour être cruel, mais parce que la phrase suivante avait besoin d'espace autour d'elle. Tu as fait des choix, Donna. Moi aussi. La différence est que j'ai fait les miens après que les tiens étaient déjà en mouvement. Elle est restée silencieuse un moment. Alors tu fais vraiment ça. Je l'ai déjà fait, ai-je dit. J'ai mis fin à l'appel et je me suis assis dans la cuisine de mon appartement loué, une unité propre et calme au 2e étage sur Bearwood Avenue, à 15 minutes des chantiers que je couvrais le plus souvent. J'avais emménagé la semaine après la remise des diplômes, je ne l'avais dit à personne sauf à Terry Bowman et Gérald. Terry m'avait aidé à monter l'établi dans les escaliers sans poser une seule question, ce qui était exactement le genre d'homme qu'il était. Terry était passé à l'appartement 2 jours après que la nouvelle de la maison se soit répandue. Il est entré, s'est assis à ma table de cuisine et a posé les 2 mains à plat sur la surface comme il le fait quand il est sur le point de dire quelque chose qu'il a déjà mesuré 2 fois. Tu fais ça proprement, a-t-il demandé. Complètement proprement, ai-je dit. Il a hoché la tête une fois lentement. La façon dont les vétérans hochent la tête quand ils ont décidé que quelque chose est géré correctement. Terry avait servi 2 tours dans sa vingtaine. Il est rentré. A passé 30 ans comme tuyauteur avant que de mauvais genoux ne le placent dans un rôle de supervision. Il avait traversé son propre divorce 20 ans plus tôt. Un mauvais, le genre qui laisse des traces. Et il en était sorti de l'autre côté avec le calme particulier d'un homme qui a cessé d'attendre que le monde soit juste et a commencé à travailler avec ce qui est réellement. Alors tu es en avance sur là où finissent la plupart des hommes, a-t-il dit. Et il s'est versé une tasse de mon café sans demander, ce qui était le plus grand compliment qu'il savait faire. Cela a commencé par un paragraphe sur un groupe Facebook de quartier.
Patricia Hollis, directrice du centre d'apprentissage de Millbrook, ne connaissait pas mon nom quand elle l'a posté. Elle a seulement fait référence au donateur comme un homme local qui a choisi de donner plutôt que de retenir. Ses mots, pas les miens. Elle a décrit le fonds comme la plus grande contribution privée unique que le centre ait reçue en ses 11 ans d'histoire. Et elle a expliqué brièvement ce qu'il couvrirait. 2 années complètes de services de thérapie développementale pour 12 enfants actuellement sur leur liste d'attente, plus du matériel mis à jour pour leur programme de lecture en classe. Le message a été partagé 47 fois avant que je ne le voie. Au moment où j'ai vérifié mon téléphone le lendemain matin, il avait été partagé 212 fois et avait voyagé bien en dehors du groupe de quartier vers les pages communautaires générales. Les commentaires étaient du genre à redonner foi en quelque chose. Des gens taguant des amis, écrivant des choses comme « c'est à ça que ça ressemble quand quelqu'un fait vraiment le bien » et « les enfants de quelqu'un vont recevoir une aide qu'ils n'auraient pas eue autrement ». 3 des cousins de Donna l'avaient partagé. 2 de ses amis du club de lecture l'avaient commenté. Et quelque part dans cette chaîne de partage, le lien entre le donateur anonyme et le nom de famille Mérite a fait surface. Je ne sais pas exactement comment, mais dans une ville de 40 000 habitants, ces choses voyagent le long de lignes qu'on ne voit pas toujours avant qu'elles ne soient déjà là. Donna a appelé à 7h15 du matin. Alors que je prenais mon petit déjeuner avant un travail, sa voix avait perdu toute sa qualité gérée. Elle était à vif, comme le deviennent les voix quand la performance a finalement trop coûté à maintenir. Tout le monde voit ce poste, a-t-elle dit. Les gens font le lien, Clayton. Ils savent que c'est le fond des garçons. Alors ils savent où il est allé. J'ai dit, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Elle s'est arrêtée, s'est reprise. Tu nous as fait passer pour des gens terribles. Patricia Hollis a fait un post sur 12 enfants obtenant la thérapie dont ils avaient besoin, ai-je dit. Ce que cela donne comme image de quiconque est entre eux et ce qu'ils ont réellement fait. Elle a essayé 3 autres angles dans les 4 minutes suivantes. J'ai laissé chacun atterrir et j'y ai répondu sans élever la voix, parce qu'un homme qui a déjà joué ses coups n'a pas besoin de volume pour faire valoir son point. Quand elle a finalement manqué d'angle, je lui ai dit de faire appeler Gérald par Ray, j'ai mis fin à l'appel et j'ai fini mon petit déjeuner. La fête de quartier estivale tombait ce même week-end. Un événement annuel sur Clearwater Drive que l'association de quartier organisait depuis 12 ans. J'ai failli ne pas y aller. Terry m'a dissuadé de ne pas y aller au téléphone le vendredi soir, à sa manière économe. Tu n'as rien à cacher. Montre-toi. Je me suis montré. J'étais debout près des glacières à parler à Dave Kowalski quand Donna est arrivée avec Tyler et Brody à sa suite, traversant la pelouse avec l'énergie concentrée d'une femme qui a décidé qu'un cadre public est son meilleur levier disponible. Elle m'avait repéré avant que je ne la voie et au moment où je me suis tourné, elle était déjà à portée de voix. Sa voix calibrée pour porter juste assez loin. Tu veux expliquer aux gens ici ce que tu as fait, a-t-elle dit. Prendre l'argent que tu as économisé pour tes propres enfants et le donner parce que tu étais en colère. Plusieurs conversations à proximité ont ralenti. Quelques têtes se sont tournées. Je les regardais fixement. J'ai économisé cet argent pour l'éducation de mes enfants parce que je croyais être leur père. J'ai laissé cela s'installer pendant exactement 1 seconde. Le jour de la remise des diplômes, ils ont corrigé cette croyance devant 400 personnes. J'ai respecté leur position. Une femme derrière moi, Janet Ferry, dont la fille avait été dans la classe de Brody, a émis un son qui n'était pas tout à fait un mot, mais qui n'était pas neutre non plus. Donna a insisté. Tu les as blessés. Tu as humilié cette famille. La seule chose que j'ai faite, ai-je dit, gardant ma voix égale et claire, c'est d'arrêter de payer pour une version de cette famille dont je n'étais pas autorisé à faire partie. J'ai jeté un coup d'œil à Tyler, puis à Brody. Tous 2 regardaient le sol. Si c'est humiliant, je demanderai qui a commencé l'humiliation et où. La pelouse était devenue assez silencieuse pour que la musique de l'autre bout de la rue semble lointaine. Le visage de Donna était rigide. Elle a regardé autour d'elle les visages qui l'observaient. Des voisins qui connaissaient notre famille depuis des années, qui m'avaient vu à chaque événement scolaire, chaque fête de quartier, chaque petit matin à déneiger le trottoir sans qu'on me le demande. Et quelque chose a changé dans son expression. Pas du remords, pas encore. Mais la première reconnaissance vacillante que la pièce n'était pas avec elle. Elle s'est tournée et est partie. Tyler et Brody ont suivi sans me regarder, ce qui était la version de ceci que j'attendais. Dave Kowalski m'a tendu une boisson fraîche sans un mot.
Je l'ai prise. Quelque part de l'autre côté de la pelouse, quelqu'un a remonté le son de la musique. Cette nuit-là, de retour dans mon appartement, j'ai vu que le post de Patricia avait été partagé plus de 400 fois. Un commentaire près du sommet disait « Voilà à quoi ressemble un père, en fait ». J'ai posé mon téléphone, face visible sur la table de la cuisine, et j'ai laissé la soirée s'installer autour de moi. Je n'avais pas besoin du commentaire, mais je ne prétendrai pas qu'il n'a pas touché quelque chose de réel. La procédure de divorce a avancé comme Gérald avait dit qu'elle le ferait, régulièrement, sans drame, parce qu'il ne restait rien à disputer qui n'ait pas déjà été résolu. Ray Donnelly avait déposé ses contestations, reçu les réponses de Gérald et était devenu silencieux sur 2 des 3 fronts qu'il avait ouverts. Le bail de la maison tenait, la fiducie de bienfaisance tenait. Ce qui restait était la division des actifs matrimoniaux restants, qui était assez modeste pour que la conversation soit plus administrative qu'adversariale. J'avais emménagé dans mon appartement sur Bearwood Avenue avec un matelas, mes outils, une cafetière et le meuble que j'avais fini de restaurer dans l'atelier. Je l'ai fini dans la 2e chambre, et il s'adaptait contre le mur comme s'il avait toujours été là. L'appartement me convenait. C'était propre, calme et entièrement à moi d'une manière dont rien dans la maison de Clearwater Drive ne m'avait semblé à moi depuis longtemps. Tyler m'a appelé un jeudi soir, 3 semaines après la date limite d'orientation. Il s'était inscrit à Jefferson State avec une charge réduite. 2 cours au lieu de 5, payés par une combinaison d'une bourse Pell et d'un travail à temps partiel qu'il avait décroché dans un entrepôt de distribution de quincaillerie à l'est de la ville. Sa voix au téléphone était différente de celle qu'il avait utilisée lors de la remise des diplômes. Plus calme, plus prudente quant à l'endroit où elle atterrissait. « Je voulais que tu saches que j'y vais », a-t-il dit. « À l'école. Juste plus lentement que prévu. » « C'est une bonne décision, ai-je dit. Une pause. Le boulot n'est pas mal. Travail en entrepôt. En fait, j'aime. J'aime assez ça. Le travail physique t'apprend des choses qu'une salle de classe n'apprend pas, ai-je dit. Ton grand-père a bâti une carrière avec ses mains. Il n'y a aucune honte à commencer par là. Une autre pause. Plus longue. Papa. Le mot est sorti prudemment, comme s'il testait s'il convenait toujours. Je suis désolé pour le discours. J'essaie de trouver comment dire ça depuis 2 mois, et je ne trouve pas la bonne version, alors je le dis juste. Je suis resté avec ça un moment. Je t'entends, Tyler. C'est un début, ai-je dit. Les débuts suffisent pour l'instant. Il a semblé accepter cela. Nous avons parlé pendant 10 autres minutes du travail à l'entrepôt, de ces 2 cours, de rien en particulier. Quand nous avons raccroché, je suis resté assis dans la cuisine un moment, sentant le poids particulier d'une porte qui a été ouverte d'un pouce prudent après avoir été fermée pendant longtemps. Brody n'avait pas appelé. C'était son choix, et je l'ai laissé tranquille. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était Donna. C'était un samedi soir de fin août, assez chaud pour que j'aie la fenêtre de l'appartement ouverte et que je puisse entendre le quartier, un chien quelque part, une voiture avec un pot d'échappement desserré, le murmure bas du couple dans l'unité du dessous regardant la télévision. Je lisais à la table de la cuisine quand j'ai entendu des pas dans le couloir s'arrêter devant ma porte. 3 coups, mesurés, pas paniqués. J'ai ouvert pour trouver Donna debout dans la lueur fluorescente de la lumière du couloir, vêtue de vêtements qui disaient qu'elle avait réfléchi à quoi porter et ensuite essayé de faire comme si ce n'était pas le cas. Elle tenait son téléphone dans une main, pressé à plat contre sa cuisse. Elle avait l'air plus petite qu'à la fête de quartier, pas diminuée, juste réelle d'une manière qu'elle ne s'était pas autorisée à être depuis des années. « J'avais besoin de te parler face à face », a-t-elle dit. « D'accord, ai-je dit. Je n'ai pas reculé de l'embrasure. Elle a regardé brièvement derrière moi, puis est revenue à moi. Ray m'a dit qu'il n'y a pas de voie légale pour la maison ou la fiducie. Il a dit que je devrais. Il a dit de me concentrer sur ce qui reste et de passer à autre chose. Elle a fait une pause. Je ne sais pas si je suis d'accord avec ça. Avec quoi n'es-tu pas d'accord, ai-je demandé. La partie de passer à autre chose, a-t-elle dit. Et quelque chose a changé sur son visage. Clayton, je sais ce que j'ai fait. Je sais ce que j'ai laissé les garçons faire. Je sais que je ne t'ai pas regardé une seule fois à cette cérémonie. Sa voix était égale, mais l'égalité lui coûtait. Je n'ai pas d'explication qui rende ça logique. J'ai juste.
Elle s'est arrêtée. Sa mâchoire a bougé. J'ai besoin que tu saches que je le vois maintenant. Qu'est-ce que tu vois, ai-je demandé. Elle a pincé les lèvres. Puis, lentement, elle s'est mise à genoux dans le couloir. De la façon dont une personne le fait quand elle a décidé que les mots à hauteur d'homme sont épuisés. Sa main est montée et s'est posée contre le cadre de la porte. Je vois ce que j'ai jeté, a-t-elle dit. Et je te demande. Pareil, pas par avocat. Juste moi qui te demande s'il y a une partie de tout ça qui n'est pas finie. La porte au bout du couloir s'est ouverte de 5 centimètres. Un voisin que j'avais vu en passant. Il a jeté un coup d'œil à la scène et l'a refermée doucement. J'ai regardé Donna pendant un long moment. Pas avec colère, pas avec satisfaction, juste avec les yeux clairs d'un homme qui a déjà fait son deuil et est sorti de l'autre côté en sachant exactement ce qu'il sait. Tu m'as posé la même question une fois avant, ai-je dit. La nuit où j'ai fait ma demande, tu as dit que tu ne me demanderais jamais d'être autre chose que ce que j'étais. J'ai gardé ma voix douce mais égale. La réponse ce soir est la même que celle que cette question méritait à l'époque. Je suis exactement celui que j'ai toujours été, Donna. Le problème n'a jamais été moi. J'ai retiré sa main du cadre de la porte avec mes 2 mains, je l'ai pliée entre mes paumes pendant exactement un instant, puis j'ai reculé et fermé la porte. Je suis resté debout dans ma cuisine et j'ai écouté ses pas s'estomper dans le couloir, puis la porte de la cage d'escalier, puis plus rien. Je suis retourné à mon livre. La fenêtre était toujours ouverte. L'air de la nuit entrait lentement et proprement, comme le fait l'air de fin d'été quand il a enfin laissé partir la chaleur. 4 mois après la remise des diplômes, j'ai conduit jusqu'au lac Héron. Mon père m'y emmenait chaque automne pendant la saison des cerfs. Pas pour chasser, il s'est avéré, mais pour s'asseoir près de l'eau et parler des choses dont les pères et les fils parlent quand il y a assez de distance avec la vie quotidienne pour les dire honnêtement. Nous nous garions sur l'aire de gravier près de la route de Comté 7, marchions sur le sentier d'aiguilles de pin jusqu'au rocher plat au bord de l'eau, et passions des matinées entières à faire ce qui ressemblait de l'extérieur à rien du tout. La dernière fois que j'y étais allé, c'était l'automne avant son décès. Je voulais y retourner depuis des années. Quelque chose à propos de la remise des diplômes, ou plus précisément, ce qui est venu après, avait dégagé le chemin. Je suis arrivé avant le lever du soleil, thermos en main, et j'ai trouvé les rochers plats exactement comme je m'en souvenais. L'eau était grise dans la lumière d'avant l'aube, assez lisse pour refléter la ligne des arbres. Un grand héron bleu se tenait immobile au bord des bas-fonds, faisant ce que font les hérons, attendre avec une patience qui fait passer tout autre type d'attente pour de l'amateurisme. Je me suis assis sur le rocher froid et j'ai versé du café du thermos et je n'ai pas pensé à Donna. Je n'ai pas pensé au dernier email de Ray, auquel Gérald avait répondu hier avec sa précision caractéristique. Je n'ai pas pensé au silence continu de Brody, ou au travail d'entrepôt de Tyler, ou au camion de Scott Hardgrove qui serait saisi dans les 30 prochains jours, selon une brève note de suivi de Denny Calhoun, qu'il avait appris par un contact au tribunal du comté. J'ai pensé à la lettre de mon père, celle qu'il avait écrite il y a 15 ans et jamais envoyée, sachant ou espérant que je la trouverais quand j'en aurais besoin. Ne laisse personne le dépenser pour quelque chose qui ne le mérite pas. Il parlait d'argent. Il parlait aussi de tout le reste. Le héron a fait un pas lent et délibéré le long de la ligne d'eau, puis s'est immobilisé à nouveau. Le divorce serait finalisé dans les 8 semaines. Gérald m'avait dit que les actifs restants étaient partagés proprement. La maison de Clearwater Drive continuerait à générer des revenus locatifs en vertu de l'accord de gestion immobilière, ce qui me donnait une flexibilité que je n'avais pas encore totalement calculée. J'avais des options que je n'avais pas eues en 20 ans de mariage. Et la chose étrange, c'est qu'elle ne semblait pas accablante. Elle ressemblait à une boîte à outils ouverte sur un établi propre. Chaque instrument à sa place, attendant d'être utilisé pour construire quelque chose qui en vaille la peine. Terry Bowman avait appelé la veille au soir, prenant des nouvelles comme il le faisait brièvement, sans en faire une histoire. « Tu vas bien ?» avait-il demandé. « J'y arrive » avais-je dit. « Assez bien » avait-il dit, et il avait raccroché. Un deuxième héron est apparu au bord des bas-fonds, atterrissant sans un bruit, pliant ses ailes avec une précision qui semblait sans effort et ne l'était pas. Les deux se tenaient à leur distance respective, patients et immobiles, et l'eau entreportait la première suggestion pâle du lever de soleil à venir. J'ai versé le reste du café et tenu la tasse chaude à 2 mains. Le centre d'apprentissage de Millbrook avait envoyé une brève lettre la semaine précédente, une reconnaissance formelle du don,
et une liste des enfants dont le fonds avait rendu possible les placements en thérapie. 12 noms, âgés de 4 à 9 ans, chacun suivi d'une phrase décrivant leurs besoins spécifiques. Je l'avais lu 2 fois et classé dans le même dossier que le rapport de Denis Calhoun et la lettre de mon père. 12 enfants qui obtiendraient de l'aide parce que quelqu'un avait décidé qu'ils le méritaient. C'était la version de l'histoire que j'emportais avec moi. Pas la scène, pas le discours, pas le couloir avec Donna à genoux. Ces choses s'étaient produites et elles avaient façonné la suite, mais ce n'était pas le gros titre. Le gros titre, c'était 12 noms sur une lettre et un homme assis sur un rocher plat au bord d'un lac que son père avait aimé. Regardant les hérons faire ce qu'ils avaient toujours fait, complètement à l'aise dans le calme du petit matin. Je suis resté jusqu'à ce que le soleil soit complètement levé. Puis j'ai rangé le thermos, j'ai remonté le sentier d'aiguilles de pin et je suis parti travailler.